Ce que D'accord. vous voyez sur cette image, ce sont deux cordes vocales, donc en position phonatoire. Pourquoi on dit phonatoire? Parce qu'ils sont rapprochés. D'accord? Alors, dans cette position, on peut voir, donc le médecin peut regarder si tout va bien au niveau des cordes vocales. Lorsqu'il voit que les cordes vocales bougent de façon homogène, qui sont souples, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. On va dire que les cordes sont saines. Par contre, par exemple, lorsqu'on est enrhumé ou bien lorsqu'on est malade, on peut constater, notamment lorsqu'on a une inflammation dans la région de la gorge, il peut y avoir un épaississement des cordes vocales. Et à ce moment-là, ça se voit parce que quand vous parlez, votre voix change, elle peut devenir grave. Et parfois, on ne peut même pas vous reconnaître au téléphone si vous êtes enrhumé. Ça, vous le constatez tous. Pourquoi? Parce que l'inflammation, quand elle touche la région du larynx, et principalement les cordes vocales, quand ils sont inflammés, ils sont gonflés, donc il y a un épaississement de ces cordes vocales, la voix va changer. Elle va passer de la voix aiguë vers la voix grave. On peut reproduire expérimentalement cette expérience, comme je vous ai dit, en remplissant un ballon comme celui qu'on utilise pour les anniversaires. On va le gonfler et on va essayer de laisser s'échapper l'air en modifiant les parois, l'épaisseur de la paroi. Si vous étirez trop sur la paroi, les membranes ou bien les bords vont devenir très fins. Donc, l'air qui va s'échapper va produire un son qui va être aigu. Par contre, quand vous approchez vos mains, eh bien, vous épaississez la paroi de votre ballon, l'air qui va s'échapper, il va produire un son qui va être grave. Donc, les bords de ce ballon ressemblent à nos cordes vocales. S'ils sont très tendus, donc ça va donner des bords qui sont fins, donc les cordes vocales fines, c'est correspond à une voix aiguë. Par contre, lorsque les bords sont rapprochés et qu'ils sont épais, l'air qui va passer par ces bords va produire un son qui va être grave. C'est la même chose pour nous. Lorsque les cordes vocales sont épaisses, elles vont donner une voix qui est grave. Donc, chez les femmes, on peut dire que la plupart du temps, les cordes vocales sont plutôt fines. Chez les hommes, les cordes vocales sont plutôt épaisses. C'est ce qui fait la différence entre une voix aiguë et une voix grave. Certaines maladies peuvent donc modifier la voix, comme par exemple les laryngites. C'est quoi la laryngite? It veut dire inflammation. C'est l'inflammation du larynx. Et comme le larynx, c'est le siège où se trouvent les cordes vocales, donc ça peut, une modification spontanée ou bien sans raison quelconque de la voix, doit pousser à consulter le médecin pour savoir s'il n'y a pas de problème. Les fumeurs, par exemple, peuvent à la longue développer des tumeurs au niveau des cordes vocales. Et donc ça, c'est des problèmes qui deviennent très graves. Les nodules, il y a donc les laryngites, c'est l'inflammation du larynx. Il y a une autre pathologie, ce qu'on appelle les nodules, que vous voyez ici. Ça correspond à des épaississements, soit par des kystes ou par des tumeurs qui peuvent être bénignes. Donc, ils apparaissent à la suite à la mauvaise utilisation du larynx. Par exemple, vous pouvez chanter dans un mariage ou dans une fête, mais si vous produisez des sons, essayez d'éteindre vos micros. Il y a des micros qui sont ouverts. Alors, donc je disais que les nodules sont des épaississements qui peuvent être observés au niveau des cordes vocales à l'occasion
d'une mauvaise utilisation des cordes vocales lorsqu'on chante. Il y a des gens qui forcent trop sur leurs cordes vocales. Ils peuvent dire ce qu'on appelle dans le langage courant casser la voix. Donc, il se casse la voix parce qu'il a forcé sur les cordes vocales. Il peut développer, par exemple, des kystes, des petits kystes qui peuvent être retirés chirurgicalement et tout rentre dans l'ordre. Il y a des tumeurs qui sont beaucoup plus graves, comme les cancers, etc. Ça, je vous fais uniquement quelques démonstrations pour voir un peu à quoi est-ce qu'on peut s'attendre comme maladie au niveau des cordes vocales. Il y a également d'autres pathologies qu'on appelle les granulomes locales qui peuvent être dues à un reflux gastro-œsophagien. Sachez aussi que lorsqu'on a un problème gastrique, lorsqu'on fait du reflux gastrique, c'est-à-dire un retour du contenu qui se trouve au niveau de l'estomac, si ça remonte et que ça touche la région du larynx, donc ça peut provoquer des irritations à ce niveau-là et ça peut provoquer également des maladies du larynx. Alors, pour le contrôle de la phonation, alors le contrôle veut dire à chaque fois contrôler par quoi? On parle, d'accord, on chante et tout, mais est-ce qu'on peut moduler le chant? Est-ce qu'on peut moduler la parole? Est-ce que c'est contrôlé? Qu'est-ce qui mobilise les différents muscles que nous avons vus, les différents ligaments et tout ça? Donc, qu'est-ce qui permet aux muscles crico-arytenoïdiens latéraux de se relâcher pendant que les muscles crico-arytenoïdiens posturaux sont contractés. Qu'est-ce qui permet tout ce jeu-là? Donc, ce mécanisme, il est assuré par le système nerveux. Donc, quand on dit système nerveux, il faut dire qu'il y a d'abord une information sensitive qui doit arriver vers le cerveau pour le renseigner sur la position des cordes vocales. Ensuite, le système nerveux doit en retour envoyer un message moteur sur des cordes vocales pour permettre la motricité des muscles, la mobilisation des ligaments et tout ça. Donc, les nerfs qui innervent la région du larynx sont essentiellement le nerf vague. C'est la 10e paire de nerfs crâniens. Donc, ce nerf vague, il sert à beaucoup de choses. Sachez-le, il sert à la respiration, il sert à la fonction cardiaque, il sert à la motricité gastrique, il sert beaucoup, le nerf vague, la 10e paire de nerfs crâniens, il faut s'en rappeler. C'est un nerf qui a pour origine, ou bien des terminaisons nerveuses vont se trouver bien. Le corps cellulaire va se trouver plutôt au niveau du tronc cérébral et ce nerf vague va se diriger vers les cordes vocales pour les innerver. Donc, sachez qu'on a des capteurs ou des récepteurs qui vont être situés dans la muqueuse du larynx et des récepteurs qui vont être situés au niveau des muscles qui entourent le larynx. Donc, on a vu que le récepteur spécifique au niveau du muscle, c'est le fuseau neuromusculaire. Donc, on a des fuseaux neuromusculaires au niveau du larynx qui vont renseigner les centres nerveux supérieurs sur la position et sur le degré de tension des cordes vocales. D'accord? Or, lorsque le système nerveux reçoit ces informations, il doit pouvoir mobiliser les muscles, moduler le son, moduler l'activité de la région du larynx grâce à des efférences motrices. Alors, ces efférences motrices ont pour point de départ le cortex cérébral, bien sûr le cortex moteur, et de là, ces fibres nerveuses vont descendre jusqu'au tronc cérébral, donc au niveau du noyau du vague, la 10e paire de nerfs crâniens, et le nerf vague va assurer en retour la motricité du larynx.
Donc, on retrouve encore une fois le nerf vague. C'est un nerf qui est mixte. Il va comporter des fibres sensitives, c'est ce qu'on vient de voir, et des fibres motrices, donc ce qu'on est en train de voir ici. Donc, un nerf mixte qui comporte les deux modalités, donc la modalité sensitive et la modalité motrice. C'est lui-même qui renseigne le système nerveux sur la position des cordes vocales et c'est lui-même qui va envoyer l'ordre aux muscles qui se trouvent au niveau du larynx pour mobiliser les cordes vocales. Donc, il a la partie sensitive et la partie motrice. Donc, c'est un nerf très important pour la phonation et pour la respiration aussi. Mis à part le nerf vague, qui est la 10e paire de nerfs crâniens, on va observer d'autres nerfs qui interviennent aussi, sont toujours des nerfs crâniens, bien sûr. Vous avez le glossopharyngien, 9e paire de nerfs crâniens, le nerf accessoire, 11e paire de nerfs crâniens, et l'hypoglosse, 12e paire de nerfs crâniens. Sachez aussi que l'activité des muscles respiratoires doit être absolument coordonnée. Donc, nous avons vu dans la position phonatoire, certains muscles sont relâchés pendant que d'autres sont contractés et l'inverse. Quand en position phonatoire, vous avez les crico-arythénoïdiens latéraux sont contractés pendant que les posturaux sont relâchés et inversement, donc parce que c'est cyclique, la phonation est cyclique. Je vais revenir sur les mécanismes de la phonation pour que vous le compreniez bien. Quand des muscles sont contractés, les autres doivent être relâchés et inversement, en fonction du cycle et de la position phonatoire. Donc, cette activité musculaire respiratoire doit être coordonnée à celle du larynx parce que nous respirons. La phonation est intimement liée à la respiration. On émet des sons pendant l'expiration. Donc, la respiration doit être adaptée à la phonation. Il existe des rapports entre les centres auditifs et les centres du langage. Ceci est très important pour le réglage précis de la voix. Donc, on va distinguer essentiellement deux aires. Il y a l'aire de Broca qui permet de prononcer les mots. Et justement, cette aire est très proche de l'aire de la motricité qui va commander la bouche et qui va commander le larynx. Il y a une deuxième aire, c'est l'aire de Wernicke. Alors, ceux qui ont fait un petit peu de physiologie du système nerveux, ils peuvent savoir, peut-être qu'ils ont déjà étudié l'aire de Broca, l'aire de Wernicke. Donc là, je ne fais pas un cours sur les différentes aires cérébrales, mais pour que vous soyez un petit peu à l'aise, vous allez chercher ces deux termes-là, aire de Broca, aire de Wernicke, au niveau de l'Internet et de regarder au niveau de cortex cérébral où se situent ces deux régions et quel est leur rôle et leur importance. Je sais que vous avez des prérequis et une autonomie qui vous permet d'apprendre beaucoup de choses, mis à part le cours que je vous donne maintenant. Il y a des choses que vous pouvez aussi aller chercher pour vous informer beaucoup plus. Je suis sûre que vous pouvez faire beaucoup mieux que c'est juste cette partie-là. Donc, c'est le volume horaire qui nous oblige à condenser l'information, mais ceci ne vous empêche pas d'aller c'est-à-dire d'aller voir et étudier beaucoup plus si ça vous intéresse. Donc, l'aire de Wernicke, c'est une aire qui va nous permettre de stocker les mots au cours de la croissance, donc depuis le jeune âge jusqu'à l'adulte. On va stocker des mots dans cette aire et cette aire est également proche de l'aire de l'audition. Donc, vous voyez, il y a des aires au niveau du cerveau qui sont très rapprochées, justement pour pouvoir travailler ensemble. Les aires du langage doivent être proches de l'aire de l'audition parce que l'audition et la phonation ont besoin continuellement l'un de l'autre. Ça ne sert à rien
de pouvoir parler si on n'entend pas. Donc, il y a un langage des signes pour les sourds, mais pour les entendants, donc sachez que les aires auditives et les aires du langage sont très proches pour pouvoir communiquer entre eux et faciliter l'information par la suite et la compréhension de tout ce qu'on entend. Et justement, vous avez ici le cerveau qui est extrait du crâne pour montrer, par exemple, le trajet des nerfs qui descendent jusqu'à la partie euh, phonatoire, le larynx ici. D'accord? Donc les nerfs, donc le lien entre cette partie qu'on avait décrit isolée du reste. Si on isolait le larynx, on va décrire quoi? Cartilage, os, muscle, ligament, c'est-à-dire les cordes vocales. Si on détache de tout ça, ce larynx tout seul ne fonctionne pas tout seul. Il a besoin de fibres nerveuses, il a besoin du cerveau pour activer les muscles qui l'entourent, pour mobiliser les cordes vocales. Donc, vous voyez un peu le trajet de ces nerfs. Donc, on a l'aire du langage. Il se trouve dans le cortex cérébral temporal. Vous avez ici l'aire de la voix. Alors, ça, c'est des termes. Si vous n'avez pas fait le système nerveux et les différentes aires du système nerveux, vous ne comprendrez pas forcément. Donc, il va se trouver dans un pli, l'air de la voix va se trouver dans un pli parce que le cerveau, il est plissé pour pouvoir tenir dans un crâne. Il est plissé. Et chaque pli a un nom et il contient des aires à l'intérieur de lui. Alors, le pli qu'on appelle le gyrus préfrontal comporte l'aire de la voix, donc ici. Là, c'est au niveau du tronc cérébral, on a plein de noyaux, donc, et particulièrement le noyau qui va contenir les neurones du nerf vague, le nerf vague, 10e paire de nerfs crâniens, celle qui innerve le larynx. Donc, voyez le nerf vague ici qui arrive sur le larynx et qui permet à la fois de conduire les informations sensitives au système nerveux et de ramener l'information motrice, celle qui va permettre de mobiliser les muscles du larynx. Le cartilage, on observe ici l'osioïde, donc c'est fameux os sur lequel peut se fixer la langue, et ici le cartilage thyroïde. Donc pour les hommes, la région du larynx va constituer une partie qui sort un petit peu ce qu'on appelle la pomme d'Adam. D'accord? Ça, c'est le cartilage thyroïde. Ça constitue chez les hommes ce qu'on appelle la pomme d'Adam. On distingue en bas le cartilage cricoïde, le nerf laryngé, etc. Donc, je reviens recollecter s'il y a des questions qu'on ajoutera. Alors, vous êtes toujours là? Oui, madame. Oui. Donc, je suis arrivée au terme du cours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Est-ce que ces aires se trouvent au niveau du cerveau néo-mammalien ou bien le cerveau paléo-mammalien? Est-ce que tu peux écrire ta question, ta question? D'accord, Parce que j'ai d'accord, toujours le problème de l'écho. Si tu peux écrire. d'accord. Rédiger un message. Ahlam, une question? Non, madame. Alors, il faut éteindre le micro. Ok. Ah, donne-moi les écouteurs. Je vais voir avec les écouteurs si j'arrive. Alors, je vais utiliser les écouteurs.
J'entends ma propre voix. Quelqu'un peut parler pour voir s'il n'y a pas d'écho. Jazzy. Oui, madame. Alors, ça va? Oui, madame. Oui. Alors, le rôle principal du nerf vague. Donc, rapidement, éteins le micro, Fatenzara. C'est Soukaina. Rachid Fatenzara. Non, Rachid Soukaina, oui. D'accord. D'accord? Voilà. Alors, quel est le rôle du nerf vague? Qui c'est qui peut répondre? Alors, le nerf vague, il fait partie du système nerveux autonome. C'est un nerf qui va innerver plein d'organes, parmi lesquels, il va y avoir le cœur, le système respiratoire, le système digestif. Et quand on parle du système respiratoire, obligatoirement, on va trouver, bien sûr, on va trouver la partie du larynx. La partie du larynx, c'est elle qui va héberger les cordes vocales. Alors, ce nerf vague, il sert non seulement à la respiration, mais il sert également à la phonation. C'est un nerf qui est mixte, qui comporte à la fois des fibres qui sont sensitives et des fibres qui sont motrices. Les fibres sensitives qui partent du larynx se dirigent vers le système nerveux pour le renseigner sur la position des cordes vocales, sur le degré de tension des cordes vocales, sur le degré de tension des muscles et des ligaments. Et à partir de toutes ces informations, le système nerveux renvoie par le même nerf, il renvoie des messages moteurs cette fois-ci qui permettent soit de stimuler la contraction d'un muscle ou de relâcher d'autres muscles. Parce qu'il faut qu'il y ait une coordination de fonctions entre les différents muscles pour que tout fonctionne correctement. Et il faut également coordonner la respiration à la phonation. D'accord? Alors ensuite, on a une question par rapport au timbre. Je reviens à la diapo. Je reviens au diaporama. Mécanisme de la phonation. Je reviens sur les positions d'abord, les différentes positions. Alors, est-ce que vous voyez le diaporama? Oui, c'est clair. Oui, madame. Clair. Après, il faut que tout le monde éteigne son micro. Alors, les cordes vocales possèdent deux positions essentielles. Les cordes vocales, c'est ce que vous voyez ici, de part et d'autre. Et là, c'est la glotte, en bleu. Là, ce sont des cordes qui sont écartées. D'accord? Cette position-là, ça s'appelle la position de repos ou respiratoire, au cours de laquelle l'air peut s'échapper de cette glotte et sortir pour la respiration, ou bien lorsque vos cordes sont relâchées et au repos. Les mouvements des cordes vocales est assuré par des muscles. Rappelez-vous, essentiellement le crico-arytenoïdien, on a des crico-arytenoïdiens postérieurs et latéraux.
Donc, pour ne pas traîner ce mot qui est long, je vais dire cap et cal. Je reviens ici. Je vous rappeler un peu les caps et les cales. Alors, les caps sont là. Et les cales, c'est ce que vous voyez ici. D'accord? Latéraux. Donc, vous avez les postérieurs et vous avez les muscles latéraux. Bien. Ce sont deux muscles antagonistes. Qu'est-ce que ça veut dire antagonistes? Ils ont des fonctions opposées. Quand les uns sont contractés, les autres sont relâchés. Par exemple, quand les caps sont contractés, les cales doivent être relâchés et inversement. Alors, en position d'abduction, les caps, c'est-à-dire les postérieurs, sont contractés pendant cette position-là, durant cette position. Ça veut dire que les cales sont relâchées. Ce travail de ces muscles permet d'ouvrir la glotte en grand et permet à l'individu de respirer. Donc, c'est la position de repos. La position, c'est la position d'abduction. Alors, en anatomie, adduction et abduction ne veulent pas dire la même chose. Alors, la position préphonatoire, c'est une position d'abduction au cours de laquelle les deux cordes sont éloignées. Abduction, c'est éloigné du centre. Adduction, c'est quand les deux cordes sont rapprochées du centre. C'est la position phonatoire. Donc, tout à l'heure, rappelez-vous, dans la position préphonatoire, les cales étaient relâchées pendant que les caps étaient contractés. En position phonatoire, c'est l'inverse. Les caps sont relâchés alors que les cales sont contractées. D'accord? Ce travail musculaire va permettre de serrer les cordes vocales et de les ramener vers le centre. D'accord? Cette position va permettre essentiellement la parole et le chant. Bien. Alors, maintenant, concernant le mécanisme de la phonation. Pour qu'il y ait phonation, qu'est-ce qu'il y a? On a besoin d'un fournisseur d'air. Le fournisseur d'air, c'est la soufflerie, c'est les poumons. Les poumons permettent de faire sortir l'air et cet air, quand il va passer par les cordes vocales, il doit pouvoir sortir. Lorsque l'on est en position phonatoire, comment est-ce que sont les cordes vocales? On vient de le voir. Quelqu'un peut-il répondre? En position phonatoire, comment sont les cordes vocales? Les cales sont contractées et les capes, non. Non, juste la position. Est-ce qu'ils sont écartés ou rapprochés? Rapprochés. Bien. Ils sont rapprochés. Ça veut dire que l'air qui vient des poumons, il va rencontrer un obstacle à la sortie. Oui, il va rencontrer obstacle. Les cordes sont rapprochées. Donc, les poumons, enfin l'air qui est dans les poumons doit posséder une certaine pression qui va permettre d'écarter les cordes vocales pour que l'air puisse sortir. Donc, c'est cette pression qui règne au niveau des poumons, c'est ce qu'on appelle la pression sous-glottique, c'est-à-dire qui se trouve sous la glotte, sous l'orifice supérieur de la trachée. Donc, cette pression sous-glottique doit augmenter suffisamment pour écarter les cordes vocales et laisser l'air s'échapper. Si on laisse s'échapper l'air, que va-t-il se passer à la pression pulmonaire ou bien la pression sous-glottique? Il va diminuer. Donc, au bout d'un certain temps, cette pression va diminuer. Donc, si la pression pulmonaire ou sous-glottique diminue, que se passe-t-il aux cordes vocales? Ne sont pas rapprochés. Rapprocher.
D'accord? La glotte va se fermer. Donc, elle va se fermer et tant que la pression au niveau des poumons est faible, les cordes restent collées, ils restent fermés. Mais au bout d'un certain temps, la pression va commencer à augmenter au niveau des poumons, jusqu'à ce qu'elle arrive à nouveau à écarter les cordes. D'accord? Oui, L'air à nouveau peut sortir. Si l'air sort, que se passe-t-il à la pression pulmonaire ou sous-glottique? il va diminuer. Diminuer. Que se passera-t-il au niveau des cordes vocales? Ils vont s'écarter. Elles vont se fermer. D'accord? Ils vont revenir à la position phonatoire. Donc, tant qu'on est dans la position phonatoire, l'air ne peut pas sortir. Il faut que la pression pulmonaire augmente pour écarter les cordes vocales. Donc, lorsque les cordes vocales sont écartées, l'air peut s'échapper à nouveau. Et à nouveau, la pression sous-glottique diminue. Donc, les cordes vocales vont se rapprocher, ainsi de suite. Donc, la phonation, c'est la succession entre position phonatoire, préphonatoire, phonatoire, préphonatoire. Et ceci dépend de la pression sous-glottique ou bien pression pulmonaire. Si la pression pulmonaire augmente, elle écarte les cordes vocales, l'air peut sortir et donc il peut vibrer au niveau des cordes vocales. Et dès que l'air commence à sortir, la pression au niveau des poumons diminue, donc les cordes vocales se rapprochent à nouveau, ainsi de suite. Donc c'est un circuit qui ne s'arrête pas tant qu'on est en train de parler ou de chanter. Donc sachez que vos cordes vocales vont osciller entre une position écartée, fermée, enfin écartée, rapprochée, écartée, rapprochée, en fonction de la pression qui règne dans les poumons. C'est bon? Oui, Alors, madame, celui qui a c'est bon. posé la question Oui, par rapport à madame, la c'est bon. politique. Mécanisme de la phonation, ça va? Oui, madame, c'est bon. Oui, merci C'est bien. bon? On passe maintenant à l'intensité du son. Est-ce que tout le monde a compris l'intensité du son? L'intensité se mesure par l'amplitude. L'amplitude, c'est entre la base et le sommet de l'onde. Le son A possède la plus forte intensité par rapport à B ou encore à C. Pour la période, ça c'est en physique, une période c'est quoi? C'est le temps au bout duquel un même phénomène va se répéter. Par exemple, j'ai ce phénomène-là. Je ne sais pas si vous observez. Donc, vous avez cette onde et cette autre onde. Voilà. Donc, ça, c'est une période. Une période correspond au temps qu'il faut à une onde pour réaliser un événement qui est périodique. L'événement qui est périodique, c'est celui-là. D'accord? Il va se répéter ici. Hop. Donc, dès qu'on termine un événement et qu'on sent qu'il va se répéter, cet événement s'appelle, enfin, ce temps au bout duquel on a réalisé cet événement s'appelle une période. La période va nous permettre de mesurer ce qu'on appelle la fréquence. La fréquence mesure le nombre de périodes en une seconde. Par exemple, ici, j'ai 3 sons différents, bleu, violet et jaune. Alors, voilà la période du son, le son bleu, la période du son jaune. Qu'est-ce que c'est que la période? C'est le temps au bout duquel le même événement va se répéter. Alors moi, comment je mesure la fréquence? Par exemple, je sais que j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 pics pour le son bleu. D'accord? Pour le son jaune, j'ai 1, 2. Pour le son violet, 1, 2, 3. Plus le nombre de cycles est important, plus le son va être aigu. Donc, dans cet exemple ici, le son le plus aigu, c'est le son bleu, parce que c'est là où on peut mesurer le plus grand nombre, le plus grand nombre de périodes. Donc, le bleu, c'est le plus aigu, suivi par le violet, suivi par le jaune. C'est bon? Madame, s'il vous plaît, j'ai une question. Est-ce qu'on peut, Quoi? est-ce qu'on peut comparer une onde? Est-ce qu'on peut comparer une onde sans voir d'autres ondes? Comme vous avez fait ici, vous avez comparé le bleu avec le violet, avec le jaune. Est-ce qu'on peut dire si une onde est grave ou non sans la comparer avec les autres ondes? Écrivez votre question, s'il vous plaît, parce que je n'entends pas. Okay. Alors, plus la fréquence est grande, plus le son est aigu. Donc, le son le plus aigu ici, c'est le bleu. Le son le plus grave, c'est le jaune, parce que la fréquence est la plus faible. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce qu'il y a des propriocepteurs au niveau du système phonatoire? Donc, les propriocepteurs, vos fuseaux neuromusculaires, ce sont des propriocepteurs. Les récepteurs au niveau des différents cartilages, ce sont des propriocepteurs. On a des os, des articulations au niveau entre le larynx et la trachée, vous avez des articulations. Donc, on a des propriocepteurs. C'est oui, la réponse est oui. Quelles sont les autres questions? Autre question, s'il vous plaît? Celle qui a posé le timbre du son. Le timbre de la voix, c'est Ah, difficile. madame, parce qu'il y a une Non. différence, votre diaporama du PDF qu'on a ici, il y a un slide qui s'appelle le timbre d'un son. Ah oui, oui. J'ai compris ce que vous voulez dire. J'ai dû afficher le timbre. Attendez, ne quittez pas. Euh, pour aller plus vite, est-ce que vous pouvez m'écrire juste ce que j'avais dit par rapport au timbre? Parce que j'ai une présentation qui est... Est-ce que vous pouvez partager avec moi l'information? Je sais pas. Allô? Allô? Alors, le son est une onde qui se propage de molécules d'air. Le son est une onde, hop. Comment est-ce qu'on peut récupérer la... Vous pouvez aller
au chat, c'est près des participants pour voir les messages. Pardon? Oui. Cliquez sur l'écran qui est près du nombre des participants. 29, il y a une petite écran. Oui. Euh, Répète. Il y a une petite icône près du nombre des participants où il y a tous les messages. Ah, d'accord. Très bien. Merci. Alors, le son est une onde qui se propage. Il se propage de molécules d'air à molécules d'air qui s'entrechoquent. Les harmoniques sont des ondes de fréquences multiples de la fréquence fondamentale. Le timbre d'un son dépend du nombre d'harmoniques. Mais ça, c'est vraiment des descriptions. Ça, c'était en introduction, n'est-ce pas? Le timbre dépend du nombre d'harmoniques. Ça, c'est des descriptions, c'est-à-dire, si on rentre dans le son, la musique et tout ça, on peut parler d'harmonique et tout ça. Oubliez ça, donc je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. On sait que le son, c'est une onde qui va se propager dans l'air. Donc, et l'air est constitué par des molécules. Les molécules s'entrechoquent parce que l'onde qui pousse ces molécules va les pousser plus loin, il va les pousser à se rapprocher et à s'entrechoquer. Et donc, en s'entrechoquant, ça va produire un son qui sera audible par nos systèmes auditifs. Le timbre du son va dépendre du nombre d'harmoniques du son. Alors, les harmoniques sont des ondes de fréquences multiples de la fréquence fondamentale. Donc, on a une fréquence fondamentale ou bien basique. Et si vous multipliez ces fréquences, vous allez obtenir ce qu'on appelle les harmoniques. Et là, ça, c'est le jargon de science de la musique. Donc, c'est pas, je ne rentre pas dans ces détails. C'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour produire un son, il faut qu'il y ait une mobilisation de l'air. Et cet air qui est mobilisé, constitué par des molécules, ces molécules subissent un mouvement ondulatoire, comme une vague, donc un mouvement ondulatoire, et lorsque les molécules se rapprochent entre elles, s'entrechoquent, et c'est ce qui produit par la suite un son qui est audible par nous. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres questions avant de clore? Est-ce que vous avez d'autres messages à envoyer? Sheima Jazi. Allô? Non, madame. Comment vous évaluez ce cours? Est-ce que vous avez de l'écho chez vous? Non, non, il n'y a aucun écho pour nous. Il y a des gens qui ont le micro ouvert, je pense. Il faut éteindre. Fatem Zara. Voilà. On peut continuer par message si vous voulez. Oui, madame, on peut continuer. Madame, j'ai remarqué tout à l'heure que vous avez utilisé le casque, c'était mieux. Il y avait plus d'écho. Est-ce que le cours était... Non, il n'y a aucun écho pour moi. L'audio est clair. Giovanni par écrit. Est-ce qu'il...
Est-ce que vous recevez mes messages? Oui, oui. Oui. Vous devez sortir du Alors, chat et rentrer pour donc, voir la réponse. c'est clair ou c'est clair? Je vous remercie, merci. Très bien. Alors, l'écho, c'était chez moi. J'ai mal manipulé aujourd'hui parce que j'ai ouvert plusieurs mails. J'ai envoyé je vais réessayer. On peut, par exemple, programmer une séance de révision. Vous révisez vos cours. Et faites, durant cette séance, on peut répondre à des questions. Allô? Alors, madame, il y avait de l'écho? C'est bon? Alors, je vais vous libérer pour aujourd'hui. Et on essaye de, lorsque vous aurez bien travaillé vos cours, de se revoir pour une révision, d'accord? Et je vais vous envoyer également, il faut faire, je vais vous envoyer par WhatsApp ce qu'il faut faire. Il faut rendre des exposés sous forme de diaporama, pas plus de 10 diapos, sur un thème relatif au cours que nous avons vu. Par exemple, les méthodes d'exploration du muscle, l'exploration de la phonation, de la gustation, c'est-à-dire quelles sont les techniques avec lesquelles on peut explorer le muscle, explorer la gustation, explorer la phonation, etc. Pas plus de 10 diapos qui ne soient pas trop surchargés, bien illustrés et clairs. Comme ça, vous avez une note de contrôle continu. Donc, je vais arrêter là, comme ça vous pouvez aller faire votre prière. Je vous souhaite Madame, un bon Ramadan et à la prochaine. On va prendre contact par WhatsApp pour essayer d'organiser une deuxième séance sur Meet. madame, Oui, pour les présentations, est-ce qu'on va choisir les thèmes ou bien vous allez proposer pour nous des je vais sujets? vous dire un peu. Vous pouvez me proposer, mais qui soit relatif au cours, d'accord? Les différents chapitres. Préférentiellement, si vous pouvez pencher ou bien vous pencher sur les méthodes de diagnostic ou d'exploration. Exploration fonctionnelle du muscle, exploration fonctionnelle de la gustation, exploration fonctionnelle de la salivation, tout ce que nous avons vu, tous les chapitres. Et si vous voyez des choses intéressantes à développer, n'hésitez pas. Et encore une fois, pas trop de diapos parce qu'on n'aura pas le temps de tout visionner. Donc, 10 diapos maximum, qui ne soient pas trop chargés par les textes et qu'il y ait des images un peu. D'accord? Oui, ce serait clair. Très bien. Donc, bonne journée, bon Ramadan. Travaillez bien et on essayera. Si j'ai commencé à enregistrer, mais vers la fin. Donc, je vais vous envoyer ce que j'ai pu enregistrer. À bientôt. Au revoir. Je vous en prie, donc j'espère que c'était clair.